Voilà, on me fait signe qu'on peut y aller. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? C'est un peu gênant ce micro. Euh, Ben voilà, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez choisi, manifestement, je vais vous parler de l'évaluation et du contrôle tel qu'il est envisagé à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Je ne vous apprendrai pas grand-chose en recontextualisant un petit peu. On est ici dans un salon soins et santé. Je pense qu'il est assez évident, en tout cas ici en Belgique, que les soins et la santé, ça implique un partenariat important entre les partenaires privés et les partenaires publics. Partenaires publics, pourquoi? Parce que je dirais, pour un volume quand même très important de prestations de santé et de soins, ce sont les pouvoirs publics qui sont financeurs, c'est-à-dire nous tous contribuons au financement de toutes ces prestations. Ça implique aussi fatalement, qui dit financement de la part d'un pouvoir public, ça implique automatiquement une obligation de rendre des comptes, d'évaluer et de contrôler non seulement évidemment l'utilisation des subventions, mais aussi de garantir la qualité des prestations et en tout cas garantir que les personnes qui font l'objet de ces soins reçoivent les meilleurs soins possibles. Alors, en tant que démarche d'évaluation, il y a plusieurs cas de figure. Déjà en Belgique, les cas de figure sont aussi diversifiés qu'il n'existe d'entités fédérées, les communautés, les régions, la région bruxelloise, le Fonds flamand, le fédéral. Tous ces organismes mettent en place des modalités d'évaluation et de contrôle qui peuvent être assez diverses. Euh, Parlons pas des pouvoirs publics étrangers, parce que la communauté européenne a aussi je ne pense pas des exigences, mais en tout cas formule des recommandations assez précises en la matière, en demandant aux États de procéder à de l'évaluation de la qualité des soins, des prestations qui sont rendues aux personnes. Donc dans ce contexte-là, je trouvais moins intéressant, quand on m'a interpellé pour intervenir dans ce salon, de parler de la démarche d'évaluation. D'abord, c'est mon boulot, et donc fatalement, j'y trouve un intérêt personnel. Et en plus de ça, je pense que c'est intéressant de faire état et de pouvoir débattre de manière large de ce que fait une administration et de comment elle conçoit sa mission. Alors, une présentation générale de ce que je vais expliquer cet après-midi. D'abord, vous dire une petite précaution oratoire, c'est que j'ai une présentation qui fait, je pense, plus ou moins 30 slides. Si on compte une minute par slide, ça veut dire que ça va durer une bonne demi-heure. Ça veut dire qu'on aura un temps d'échange qui sera assez confortable à mon avis. J'espère ne pas traîner trop sur les slides. En même temps, je pense qu'avec ce timing-là, ça vous permet aussi d'intervenir. Je pense que je préfère franchement une présentation avec des interactions quand c'est possible. Et s'il y a des points qui vraiment vous posent question à un moment donné, il ne faut pas hésiter à intervenir, peut-être en levant le bras. Monsieur qui se trouve là, derrière au fond de la salle, pourra, le cas échéant, vous donner un micro pour qu'on vous entende bien. Et sinon, à la fin de la présentation, on pourra de toute façon débattre de ce qui aurait été exposé. Au niveau de la présentation, je vais commencer par dresser un petit peu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le tableau AWIP, sa place dans le paysage belge en matière de soins de santé. Je vais situer le cadre réglementaire, parce que qui dit évaluation de la part d'un pouvoir public implique de se fonder sur des principes qui sont des principes inscrits dans une législation. On ne vient pas frapper à la porte des institutions ou de qui que ce soit en tant que représentant de la fonction publique sans avoir un mandat décrit précisément. Donc ça, c'est tout le cadre réglementaire qu'il importe, je pense, de repréciser. Je ferai quelques mots sur le contexte de la mission, parce que je pense que suivant le contexte socio-économique, l'environnement politique, les modes d'évaluation ne seront pas les mêmes. Et je pense que le contexte historique wallon et aussi belge conditionne la manière dont on organise l'évaluation à la WIP. J'entrerai alors dans le cœur du sujet sur vraiment l'évolution de notre perception de la vision de la WIP en matière d'évaluation. Je vous montrerai aussi comment concrètement, aujourd'hui, parce que les choses évoluent, mais aujourd'hui, comment on essaye dans nos rapports clairement d'audit, comment on traduit notre vision au travers des documents qui sont utilisés par les auditeurs et adressés aux institutions. Et puis, je terminerai en essayant de vous montrer, démontrer en tout cas, comment que cette vision de l'évaluation, telle qu'elle est menée par la WIP, se traduit non seulement au niveau du
du rôle, de la mission spécifique d'évaluation, mais la WIP essaie aussi de développer au niveau de sa politique générale une stratégie qui est vraiment orientée vers une vision qui tend à soutenir en tout cas les démarches qualité. Alors, première chose, donc le réseau des services agréés est autorisé en région wallonne. Donc, la WIP, bah, vous le savez, est un organisme qui a une mission très spécifique, qui est de travailler à l'intégration, on devrait dire inclusion aujourd'hui, des personnes handicapées dans notre société. Donc, elle développe une série de stratégies et de politiques qui sont fondées sur cet objectif-là. Donc, en sachant que le fédéral a, lui, d'autres missions bien spécifiques, l'octroi des allocations qui sont octroyées de remplacement de revenus qui sont octroyées aux personnes, l'INAMI qui finance, comme vous le savez, toutes les prestations de type médical et paramédical, les activités de soins, l'enseignement qui est pris en charge par la communauté française, aussi évidemment en matière de handicap, puisqu'il y a tout le volet de l'enseignement spécialisé qui est régi au niveau de la communauté française. Et au niveau de la région, le Forem maintient toutes les compétences en matière de placement et de formation des personnes, y compris des personnes handicapées, ce qui n'empêche pas la WIB d'avoir développé quelques outils spécifiques, mais le Forem reste compétent pour toutes les matières qui concernent l'emploi pour des personnes ordinaires ou en situation de handicap. La WIP, quant à elle, donc, se concentre vraiment sur des dispositifs qui vont aider la personne à pouvoir développer ou en tout cas maintenir sa capacité d'intégration dans la société avec une série d'outils qui passent de la formation, je viens de le lire, donc il y a des centres de formation spécialisés qui s'adressent à certains types de personnes handicapées. Il y a de l'aide en matière d'emploi, tout ce qu'on peut faire en matière de soutien des personnes, des entrepreneurs qui engagent une personne handicapée peuvent se voir aider via une prime pour manque de rendement. Il y a tout le secteur de l'aide matérielle, comment chez soi aménager ses locaux pour pouvoir rester à son domicile et pouvoir y vivre de la meilleure façon. Et il y a à côté de ça tout le volet institutionnel qui, sur le plan budgétaire, représente une grosse partie du budget de l'agence parce que c'est quelque chose effectivement de coûteux puisqu'on finance à ce niveau-là à une certaine partie des infrastructures. Essentiellement, la grosse part du budget est affectée aux professionnels dont vous faites partie, j'imagine. Et ça représente aussi en matière de ressources de personnel à l'agence pas mal d'agents qui sont affectés à la connaissance des agréments, toute la démarche administrative, le financement des services et aussi le contrôle qui est réalisé a posteriori. En gros, pour le secteur institutionnel, je vais plutôt insister sur celui-là, puisque la mission du service audit et contrôle, elle est surtout affectée au contrôle et à l'évaluation des structures agréées et reconnues par l'agence. Ça représente 700 structures qui reçoivent, c'était pour donner un ordre de grandeur dans les fourchettes au niveau financement, des montants qui vont de 50 000 euros. Ça peut être parfois moins dans le cadre de certaines conventions, mais les plus petits budgets, c'est en général à peu près 50 000 euros par an. Et ça peut aller jusqu'à 12 millions d'euros dans le cadre de grosses structures d'hébergement pour personnes handicapées, où on retrouve un nombre important de personnes qui sont rassemblées dans ces institutions. Le budget global distribué au niveau de la région wallonne, c'est 520 millions d'euros, ce qui est quand même quelque chose d'important. Et vous savez, j'imagine qu'au niveau même de la proportion des budgets affectés à la politique des personnes handicapées dans le volet politique sociale au niveau de la région wallonne, ce budget est assez conséquent et est le plus important. 30 000 bénéficiaires environ sont concernés par les mesures d'aide qui sont allouées par l'agence. Je voulais apporter ouvrir un peu un regard sur les ressources du service audit par rapport à cet ensemble, à la fois au niveau du budget, à la fois au niveau de l'ampleur de ce secteur. Il y a 8 agents qui sont chargés de faire l'audit financier dans ces structures et 9 agents qui sont en équivalent temps plein, qui sont affectés à l'évaluation de la qualité de la prise en charge. Bon, les champs d'intervention, je crois que je les ai passés en revue, donc je ne vais pas les répéter. Donc c'est l'ensemble des dispositifs qui sont prévus au niveau institutionnel. Alors, le cadre réglementaire. Donc l'intervention des auditeurs
hein, on les appelle comme ça traduit déjà l'évolution de la vision de l'agence au niveau de l'évaluation. Ces auditeurs, on les appelait il n'y a pas encore si longtemps des inspecteurs, et on a voulu clairement marquer le passage d'une vision à l'autre en changeant la dénomination de leur fonction. Ça n'est pas innocent, même si on leur demande toujours dans une certaine mesure d'avoir une démarche de police administrative dans certains cas qui seraient des cas où il y a des limites qui seraient franchies. Donc les auditeurs interviennent sur base de l'article 57 du décret du 6 avril 1995. Alors, j'ai cité le QAS, j'imagine que plusieurs d'entre vous sont au courant que toutes les législations en région wallonne qui portent sur les matières de soins de santé sont rassemblées aujourd'hui dans un code. Un code qui pose encore pour beaucoup pas mal de difficultés pour aller retrouver les directives qui concernent chacun de nos services. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est vraiment de la légistique. On connaît beaucoup plus le décret du 6 avril 1995 qui organisait et qui jetait les grandes bases de la politique d'intégration en région wallonne. Et donc ce décret comprend un article spécifique qui prévoit, qui prévoit toutes les modalités de contrôle et d'évaluation des institutions dès lors qu'elles seraient reconnues par l'agence. Il y a une deuxième loi, un deuxième fondement juridique extrêmement important en matière d'évaluation par les pouvoirs publics, c'est la loi sur la comptabilité de l'État et le contrôle des subventions, qui est une loi générique qui a été redéfinie dans les entités fédérées, mais je veux dire, c'est un peu la loi mère, entre guillemets, en matière de contrôle des subventions. C'est aussi l'obligation pour tout pouvoir public de procéder au contrôle des subventions qui sont octroyées pour s'assurer que ces subventions sont bien utilisées pour ce à quoi elles étaient destinées. Alors, il y a aussi d'autres références légales qui sont des points d'appui lorsque des évaluateurs de la fonction publique se rendent dans les services. C'est le code pénal, puisqu'à un moment donné, je parlais de franchir certaines limites. Malheureusement, dans certains cas, je m'empresse de dire que c'est heureusement une minorité, mais dans certains cas, dans certaines situations, on constate que des limites sont franchies. Et ce sont notamment des limites qui sont précisées dans le code pénal. Hein, le fait d'avoir de la maltraitance, de la violence, etc., ou d'utiliser de la main-d'œuvre à titre gratuit et des choses pareilles, voilà, ce sont des notions qui se retrouvent pour la plupart dans le code pénal, et donc on a toujours une certaine idée, je pense qu'on l'a tous de manière un peu intuitive, une certaine idée de ce que sont des choses qui deviennent intolérables et non acceptables. Bon, je l'ai dit, ça ne se rencontre pas souvent heureusement, mais c'est une notion qu'il faut garder à l'esprit qui est fort importante. On fonctionne aussi sous des dispositions supranationales. Vous connaissez la Convention de l'ONU sur les droits de la personne handicapée. Il y a aussi simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme, où là encore, une série de principes généraux fondamentaux qui sont cités. Et même si on peut se poser la question de leur validité sur le plan juridique, quand je dis validité, je ne remets pas du tout en cause le fondement évidemment de ces textes, mais c'est de savoir ce qu'un tribunal à un moment donné ferait de ces dispositions s'il y avait un conflit qui tournerait autour de ces valeurs-là. Mais en tout cas, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas ignorer quand on fait de l'évaluation, surtout de la qualité de la prise en charge dans des structures pour personnes handicapées. Parce qu'il y a toute la notion aussi de la fragilité de la personne qui entre en ligne de compte, et donc ce sont des notions qui sont aussi fondamentales. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler des contrats de gestion. Les contrats de gestion, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'AOIP est un organisme public un peu particulier. Ce n'est pas un ministère comme un autre. Ça veut dire qu'il a une certaine autonomie de gestion. Il a un budget qui est alloué par le gouvernement wallon sous la tutelle de la ministre de tutelle, puisque c'est une ministre aujourd'hui, c'est Madame Tillieu. Mais il y a une certaine souplesse dans la gestion et la mise en œuvre des objectifs qui lui sont assignés. Et ces contrats de gestion façonnent aussi la façon dont les services de l'agence vont intervenir auprès des usagers, notamment en matière d'évaluation auprès des institutions. Et ces contrats de gestion sont vraiment à l'origine, à la base de la modification de la vision du contrôle telle qu'elle est menée par l'agence. Je terminerai en rappelant deux finalités qui sont aussi assez basiques et incontournable, c'est de se rappeler que la fonction publique, les pouvoirs publics dans des domaines comme les nôtres, doivent d'abord prévenir deux choses, c'est de s'assurer de la sécurité des personnes, le fait que leurs droits minimum sont garantis. Hein, c'est vraiment, quand je parlais de la police administrative tout à l'heure, donc la mission des auditeurs, même si elle a évolué, on ne peut pas se départir de cette mission de base qui est de s'assurer du respect de l'intégrité des personnes, de leur sécurité. Et ça, c'est ce que j'appellerais le volet police administrative. Et là, il est important qu'on garde une vigilance importante. Et cette dimension-là reste présente dans la mission des auditeurs.
Le deuxième aspect, je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est le fait de se dire il y a des deniers publics qui sont octroyés à des institutions et il s'agit donc de s'assurer de l'efficience de la gestion qui est faite de ces fonds publics. Alors, le contexte de la mission de contrôle dévolue à la WIP, c'est un contexte qui est assez spécifique, qui n'est pas le même dans tous les secteurs, qui n'est pas tout à fait comparable, par exemple, à un secteur qu'on pourrait penser proche, qui est celui des maisons de repos, parce que ce qui est assez particulier dans notre secteur, enfin particulier en tout cas, c'est spécifique à notre secteur de la prise en charge des personnes handicapées, c'est que ce sont des partenaires privés, des associations sans but lucratif pour la grosse majorité, qui mettent en œuvre sur le terrain ces politiques d'intégration et de soutien aux personnes. Et donc l'agence s'appuie sur ce réseau pour réaliser finalement ses missions de service public. Je disais que ça n'était par exemple pas comparable tout à fait aux maisons de repos, où là il y a un nombre beaucoup plus important de sociétés commerciales, ce qui change aussi la donne dans la relation et le partenariat entre un pouvoir public et les gestionnaires concernés. Ça veut dire aussi, par exemple, en termes de culture, on a affaire à un secteur, pour l'essentiel, qui est bien avant même l'intervention des pouvoirs publics, qui est un secteur issu du milieu caritatif, et on est vraiment dans une culture de professionnels, de l'aide aux personnes et de l'accompagnement aux personnes, ce qui n'est pas toujours le cas dans des secteurs commerciaux, par exemple. Ça veut dire qu'on est sur un terreau, un substrat qui est déjà extrêmement constructif et positif par rapport à la prise en charge des personnes. Et donc c'est une dimension qui est assez spécifique au secteur des personnes handicapées, même si on voit fleurir aujourd'hui, depuis quelques années, des sociétés commerciales qui se créent dans le cadre de la prise en charge de bénéficiaires français. Hein, vous l'avez tous entendu, j'imagine, ne fût-ce que par les médias depuis le début de l'année, on en a pas mal parlé. Et on est là confronté d'ailleurs à des gestionnaires qui ont une culture différente, et je vous assure que ça change assez fondamentalement la relation et les modalités de fonctionnement entre services publics et ces gestionnaires. Ces organisations sont tenues pour responsables de la qualité du personnel qui est employé et des prestations qui sont délivrées. Donc ça, c'est tout le jeu, et toute la dynamique et toute la dynamique d'échange entre la WIP et le secteur associatif. Bon, je dis secteur associatif, c'est la grosse majorité. Il faut savoir qu'il y a quelques structures qui sont gérées par d'autres pouvoirs publics. Des provinces, par exemple, sont assez proactives et mettent en place des structures d'aide aux personnes, et elles font elles aussi l'objet, comme les associations privées évidemment, de subventions, mais c'est une part assez réduite du parc, je vais dire, institutionnel en région wallonne. Alors un mot sur le dispositif légal qui est prévu en matière de collaboration avec l'ensemble de ces partenaires. Quand on lit stricto sensu la législation, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'on agrée, on reconnaît des institutions au départ d'un ensemble de normes qui sont décrites dans une législation. Ça, c'est une chose. On prévoit ensuite que ces normes feront l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Ça, c'est un deuxième chapitre au niveau de la législation. Et puis un troisième qui prévoit qu'en cas de non-respect de ces normes, on puisse appliquer des sanctions. Sanctions qui sont relativement pauvres dans le sens où on a peu de... Je veux dire, ce sont des sanctions qui sont peu diversifiées, qu'on ne peut pas tellement adapter, puisque vous passez de la plus grosse sanction, c'est un retrait de l'autorisation ou de l'agrément. Ça veut dire que c'est un peu la bombe atomique par rapport à un dysfonctionnement qu'on aurait constaté, parce que remettre en cause un agrément ou une autorisation, ça veut dire qu'on enlève les subventions et qu'on met toute l'organisation par terre. Que ça implique en termes de dégâts sociaux, dégâts aux personnes. Voilà, donc c'est une des sanctions. La seconde, c'est une suspension qui a quasi les mêmes effets concrètement, parce que ça voudrait dire qu'on suspend momentanément les subventions, ce qui a aussi le même effet, ou des limitations de la période d'agrément. Dire aujourd'hui, toutes les structures sont agréées à durée indéterminée, mais on peut les limiter. On peut dire on pense que les choses ne vont pas suffisamment bien et on va limiter votre agrément à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans, et à charge pour vous de vous mettre en ordre, et puis on verra si on prolonge l'agrément. Un des gros effets de cette mesure-là, c'est que ça impose au gestionnaire la reconstitution d'un dossier administratif volumineux qu'il devra réintroduire pour avoir son nouvel agrément. Donc ce sont tout de même des mesures qui sont relativement pauvres, qui sont certainement, je veux dire,
intéressante quand on a affaire à des situations limites où là on peut se dire que là, bon, écoutez, c'est la fermeture parce qu'il arrive effectivement qu'on doit fermer des structures, mais c'est vraiment la dernière des mesures à appliquer et on souhaiterait disposer d'autres moyens de collaboration. Et en tout cas, ce n'est pas dans la législation qu'on va les trouver. Et donc, on va les développer un peu en marge de la législation et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est un des éléments d'amélioration, en tout cas d'évolution de la vision de l'agence en matière d'évaluation et de contrôle. Donc après ce cadre, en tant que gestionnaire public, il est un peu normal qu'on se pose la question de l'efficacité et de la performance de nos propres réalisations en tant que service public. Et donc, les préoccupations, quand on se pose des questions de ce type-là, on se pose la question dans notre secteur, comme dans pas mal d'autres en termes d'évaluation, ben tiens, comment pourrait-on faire pour améliorer les normes? Ça, c'est une première préoccupation qu'on a en tant que service public. Parce que respecter les normes, ça veut dire, en tout cas, dans une certaine mesure, ça veut dire qu'on colle aux obligations et que donc en principe, on fait un travail de qualité. C'est tout à fait discutable et on y reviendra. On a une autre préoccupation, c'est de se dire comment surmonter la limite de l'approche normative, parce que quand on a pour mission de s'assurer du respect des normes, on se rend compte qu'on est confronté parfois à des comportements un peu particuliers et assez compréhensibles en même temps des gestionnaires concernés. Et ce sont des comportements, je dis, qui ont tendance à augmenter avec l'augmentation des normes. C'est de se dire en premier lieu comment faire pour respecter les normes et montrer au pouvoir public concerné que je suis bien en ordre à tous les niveaux. Et finalement, l'objectif, qui est l'objectif fondamental de bien-être, de fournir aux personnes handicapées un lieu de vie agréable où ces personnes se sentent bien, un lieu de vie de qualité, cet objectif fondamental, pour lequel les normes ne constituent qu'une étape transitoire, finalement, la norme devient l'objectif. Et le gestionnaire s'empresse de démontrer à l'administration concernée qu'il est en ordre, sans finalement plus se poser la question de la qualité, si bien qu'on a des établissements qui sont en règle au niveau normatif, et on ressort avec un peu l'impression de se dire, bon, c'est quand même pas terrible, les gens ne font pas trop d'activités, ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, et ne sont pas vraiment bien chez eux, ou en tout cas pourraient être beaucoup mieux qu'ils ne le sont. Mais le gestionnaire, en tout cas, a fait la preuve que ces normes d'agrément étaient respectées. Il y a une deuxième limite à l'approche normative, c'est de qualifier la conformité. Hein. On peut se dire à un moment donné, mais c'est bien qu'il y ait finalement un ensemble de normes qui nous guident un peu dans le fonctionnement, et comme ça, on sait ce qu'on doit faire. Eh bien non, pas nécessairement. Il y a une norme, par exemple, dans la législation qui prévoit qu'on implique la famille, la personne handicapée, dans l'élaboration de son projet de vie dans l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire impliquer une famille? Qu'est-ce que ça veut dire impliquer une personne handicapée en fonction de ses capacités langagières, de ses capacités mentales? Et le terme implication en lui-même est un terme qui laisse énormément de latitude et de possibilités d'interprétation. Et donc, un auditeur va être confronté à un gestionnaire, va considérer que la norme n'est pas respectée parce qu'il n'implique pas suffisamment la famille, alors que le gestionnaire aura l'impression d'avoir fait son boulot, d'avoir informé par courrier, par exemple, l'état d'avancement du projet de son enfant. Et donc, même le cadre normatif n'est en soi pas sécurisant et ne donne pas une vision très, très fine de ce qui est attendu réellement du gestionnaire. Il y a la question de l'actualité. Ça, on y est confronté régulièrement, c'est de passer dans une institution, de se dire, bah oui, il y a ça et ça qui ne va pas, et puis 2 mois après, au moment de décider la prolongation de l'agrément, où on émettrait éventuellement certaines réserves, le gestionnaire s'est mis en ordre. Et donc on a parfois, c'est arrivé, lancé des procédures de limitation, on auditionne les responsables qui nous apprennent, mais vous savez, tout ce que vous avez dit, nous c'est fait, tout est en ordre. Et d'où le caractère inopérant de la démarche administrative qui visait à amener une sanction pour non-respect des normes. Donc la question de l'actualité est aussi un élément qui ne permet pas, avec les normes, de fonctionner de manière très confortable et très efficace. Alors, en matière de promotion de qualité, on peut aussi se poser la question de savoir, tiens, le cadre normatif, en quoi est-ce qu'il concourt véritablement à la poursuite de l'objectif principal qui est de fournir aux personnes un cadre de vie agréable. Concrètement, je pense que les normes, la plupart du temps, quand on s'appuie sur les normes au niveau de l'agence en matière d'évaluation, c'est parce qu'elles nous aident à fixer des limites. Et
donc je pense que tout le cadre normatif est un cadre qui permet d'éviter et qui permet d'éviter des abus. Donc il nous sert de base aussi sur le plan légal quand on veut amener des sanctions. Mais c'est une démarche qui est relativement négative parce qu'elle n'est utilisée que lorsqu'elle permet, que pour servir d'outil de sanction, mais en rien pour amener de la qualité supplémentaire. Alors quand on se pose la question de fond, de se dire, bah, tiens, en tant que pouvoir public, que peut-on faire pour amener cette conformité aux normes, mais surtout pour amener à une qualité accrue des prestations au bénéfice des bénéficiaires. Alors la première, quand on répond à cette question-là, la première chose, c'est que finalement, la première réponse évidente, comment concourir à la qualité, c'est d'abord de se dire, ben, on ferait mieux de s'inquiéter de la satisfaction des premiers intéressés, qui sont les personnes handicapées qui sont dans l'institution. Curieusement, si vous lisez la législation, il y a un ensemble de normes. On n'a jamais imaginé, en tout cas au niveau de la rédaction d'une législation, d'aller questionner le premier intéressé pour lui demander comment il apprécie déjà simplement sa vie dans l'institution. Curieusement. Donc on se dit déjà, on est fortement en décalage par rapport à l'objectif final, on ne questionne même pas le premier intéressé. Deuxième réflexion qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est de se dire, mais finalement, enfin, bon, c'est une démarche qu'on peut faire à vous et moi, hein, ici, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'on se sent bien? Ben, je pense qu'on a chacun un certain repère qui nous permet de se dire, ben oui, là je suis bien. Je suis bien parce que bon, ben, je tiens par exemple à une liberté de fonctionnement. Je parle pour moi là. Hein. Moi, bon, j'ai aussi une hiérarchie, mais bon, il faut pas trop me coincer. Bon, j'aime bien ça, j'aime bien prendre des initiatives et faire ce que j'ai envie de faire. C'est une valeur. Il y en a d'autres qui, à contrario, aiment bien être cadrés dans leur boulot. C'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre valeur. Et il y a des dizaines de valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut se référer, mais qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec tout le cadre normatif qu'on peut trouver dans la législation. Et donc, on ferait mieux de se poser la question des valeurs qui importent pour les personnes. C'est beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire qu'on va alors s'adresser à des questions, à des personnes, et une personne n'est pas l'autre. Et d'où quand on parle d'individualisation de la prise en charge, c'est vraiment ça, c'est de répondre à ce qu'attend la personne, et une personne n'est pas l'autre, et il faut chaque fois essayer de voir ce qu'on peut faire pour répondre à ces attentes. Mais donc on s'éloigne de nouveau fortement de la question de la conformité aux règles. Alors, une troisième réflexion aussi quand on se pose la question de la qualité, et ça, je pense que on est assez unanimement convaincu de la chose aussi, c'est que dans n'importe quelle démarche d'évaluation de la qualité, mais ça pourrait être autre chose, hein, de démarche de réalisation d'un objectif, il vaut beaucoup mieux que la personne qui est à la manœuvre pour réaliser cet objectif s'approprie la démarche. Il n'y a rien de pire que de se voir imposer de l'extérieur une démarche qu'on ne souhaite pas. Et donc là encore, on peut se poser la question de se dire, si on se cantonne à une démarche normative où l'auditeur vient vous dire, bah, écoutez, vous n'êtes pas en ordre au niveau des normes, vous allez faire ceci, ça et ça, ce n'est pas de nouveau le genre de démarche qui va amener les professionnels de terrain à s'engager dans une démarche de meilleure réponse, en tout cas, aux questionnements relatifs à la qualité du service rendu aux personnes. Sur base de ces différents éléments, hein, le cas normatif, les questionnements qui viennent assez naturellement, si en tout cas on se pose la question de l'efficacité en tant que service public, on en est arrivé progressivement à revoir le mode d'intervention de l'agence en matière d'évaluation. En fin d'exposé, oui, je vous l'ai déjà dit en parlant de la présentation de l'exposé, vous verrez qu'il n'y a pas seulement au niveau de l'inspection de la démarche d'audit, on a aussi développé d'autres outils à l'agence qui convergent dans le même objectif. Mais donc, au départ de tout ça, on a re-questionné nos modalités de fonctionnement sur différents aspects que je vais parcourir en détail. Donc d'abord la vision, au départ de nos valeurs et notre vision en tant que pouvoir public, qu'est-ce qu'on a modifié et qu'est-ce qui a été modifié dans notre perception de notre rôle en tant que pouvoir public et notre façon d'intervenir. Quelles sont les actions qu'on a mises en place pour parvenir à traduire cette nouvelle vision? Quelle a été l'évolution de notre relation avec les différents partenaires avec lesquels nous sommes impliqués? Quels ont été les changements en matière de management interne? Parce que changer sa vision, changer ses actions, ses procédures, ça implique évidemment d'avoir un management un peu différent avec ses collaborateurs internes. Et quelles sont les évolutions qui ont été amenées dans la méthodologie d'intervention en matière d'audit? Alors, j'ai fait simple, un peu comme Weight Watcher. C'est pas avant, après, c'est avant, maintenant, parce que
chronologiquement, le séquencement n'est pas pareil. Toutes ces évolutions ont été apportées au coup par coup. Et je peux facilement vous faire une transition entre ce qu'on faisait avant et avant. Bon, parfois, on doit remonter à 15 ans, mais parfois, c'est à 2-3 ans. Et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, au niveau de notre vision, je pense que j'ai déjà assez répété depuis le début de l'intervention, l'approche, mais c'était une approche un peu générale au niveau de tous les pouvoirs publics, qui évolue, je pense, d'ailleurs, à beaucoup de niveaux, dans de nombreux pouvoirs publics, pas seulement en Belgique, mais aussi ailleurs à l'étranger, c'est que notre approche est une approche assez légaliste. On a des obligations à faire respecter, on envoie des contrôleurs sur place voir si vous respectez vos obligations. Ça, c'est une vision légaliste qui prévalait auparavant. Aujourd'hui, on a une autre approche, c'est que, vous l'avez compris, on veut peser sur la réalité des services, hein, on veut pouvoir influencer, amener quelque chose de plus au bénéfice des institutions et de leurs bénéficiaires. On veut impliquer davantage toutes les ressources. Vous verrez que dans le partenariat aussi, ça change un peu les choses. On veut avoir une vision plus large et collaborer avec l'ensemble des partenaires qui sont intéressés. Entre parenthèses, je souligne qu'ils ont des attentes croissantes. Je pense aux parents, d'abord, aux personnes, au personnel aussi. Et donc ça change aussi. Il y a intérêt à mobiliser davantage de ressources et on ne peut plus se cantonner de rencontrer le directeur, de ressortir avec un papier sur lequel on sait s'ils sont en ordre ou pas. Ça, c'est au niveau de notre vision. En termes d'action, ça a amené une série de modifications très concrètes. Alors qu'au départ, nous étions chargés de remettre des avis sur la conformité aux normes, sur l'emploi des subventions. On a basculé sur des actions qui concrètement se sont diversifiées. On a toujours cette obligation de remettre des avis sur la conformité aux normes, puisque c'est une obligation légale, mais on fournit en plus un avis sur la qualité des services. Alors, et quand on dit ça, ça ouvre évidemment complètement le champ de l'appréciation. Ça peut faire peur, et à raison, parce que où est-ce qu'on s'arrête? Et donc, je vous expliquerai par après qu'on a développé des outils pour essayer tout de même de canaliser cette appréciation de la qualité, dont on n'a pas fini de parler d'ailleurs, et heureusement. Nous sommes aussi chargés de remettre des avis sur la gouvernance. Je ne vais pas refaire le listing des publications qui ont été, qu'on peut lire aujourd'hui sur la qualité de la gouvernance. C'est un terme à la mode, mais je pense que c'est important. Et donc, certaines normes dans la législation, on les évoquait. Dans le cas des audits, on va vraiment plus loin et on veut remettre aussi un avis sur la qualité, le rôle de chacun et les critères qui font qu'on est devant une structure qui est de qualité en termes de gouvernance. Parce que c'est vraiment, la gouvernance, c'est vraiment le levier à partir duquel une structure peut fonctionner plus ou moins bien. On se rend compte que c'est vraiment la direction, son pouvoir organisateur qui a les éléments en main que pour amener du travail de qualité dans l'organisation. On nous a, là c'est une question d'organisation interne, puisque nous étions au contact des établissements, on nous a donné pour mission au niveau du service audit et contrôle de se charger de l'instruction des plaintes. Donc depuis, je pense, 2002 maintenant, les auditeurs de l'agence, en plus de se charger de l'évaluation des établissements, sont chargés d'instruction d'instruction des plaintes, pardon, ce qui est relativement naturel, puisqu'il y a des connexions évidentes avec des aspects qu'on peut constater dans le cadre de l'instruction d'une plainte et des aspects qui sont constatés dans le cadre de l'évaluation. Je vois des têtes qui font non. C'est effectivement des questionnements qu'on peut effectivement poser de, tiens, le degré d'indépendance de l'auditeur qui fait en même temps l'évaluation et qui est impliqué dans les plaintes. Ce sont des questionnements qui se posent aussi aux auditeurs eux-mêmes. Mais il y a, en tout cas, je pense que tout n'est pas noir ou blanc, il y a des aspects extrêmement intéressants au fait que ces deux missions soient menées par la même personne, mais ça amène aussi des complications et des difficultés. Voilà. Mais le débat est ouvert, hein, tout ça n'est pas immuable et va peut-être changer dans le temps. Mais il y a des aspects intéressants. En tout cas, on a choisi à un moment donné de se dire, oui, il vaut mieux que ce soit ces mêmes personnes qui aient ces missions, ça c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors, on fait toujours du contrôle de l'emploi des subventions, ça je pense que ça ne risque pas de s'arrêter. Mais en plus de ça, on procède, ça fait déjà pas mal de temps maintenant, on a voulu élargir la mission des auditeurs financiers, ne pas en faire uniquement des espèces de clones de l'administration fiscale qui viendraient évaluer si on a bien utilisé les subventions et récupérer ce qui n'aurait pas été utilisé. Les auditeurs financiers sont aussi amenés dans des situations difficiles, particulières, sont amenés à réaliser des analyses financières qui permettent de rendre compte de la qualité de la structure financière d'une institution,
C'est surtout vrai et intéressant pour tout le secteur des ETA, où on a des auditeurs qui peuvent amener une vision extrêmement fine de l'efficacité des différentes niches dans lesquelles une ETA a choisi de développer ses activités. C'est vraiment un concept nouveau, c'est de se dire on ne vient pas faire que du contrôle, même sur le plan financier, il y a moyen d'amener du soutien et de l'aide aux structures. Tout le volet des contrôles des fonds européens est venu évidemment s'ajouter depuis, avec non seulement l'obligation de contrôler les fonds européens sur le plan financier, mais l'Europe a des exigences qui sont extrêmement précises en matière aussi de qualité de prestation. Elle intervient dans des projets, mais pas à n'importe quelle condition. Elle veut aussi que certains objectifs de qualité soient réalisés au travers des projets qu'elle finance. Et enfin, on a officialisé les missions conseil en demandant vraiment de développer au niveau du service audit et contrôle la possibilité d'aller dans les services à leur demande pour réaliser du conseil. Donc, il peut s'agir d'auditeurs qualité qui vient apporter une information, par exemple, sur la manière de gérer un projet individualisé, sur la façon de mettre sur place un conseil des usagers avec des personnes handicapées qui sont très lourdement handicapées, qui s'expriment très difficilement, voire pas du tout. Donc, il y a cette possibilité pour les services de faire appel à un auditeur pour avoir ce type de conseil. Même chose sur le plan financier, là on comprend aussi que l'expertise de l'auditeur financier peut être intéressante pour permettre au gestionnaire de réajuster éventuellement ses paramètres de gestion. Et il est parfois important qu'il ait des précisions qui lui soient apportées par un auditeur financier. Alors, l'évolution de notre vision, on a aussi des implications très claires dans les échanges. Auparavant, on se rendait dans une institution avec comme seul et unique interlocuteur le directeur. L'échange se réalisait uniquement entre lui et l'auditeur. Aujourd'hui, on est dans une vision beaucoup plus plurielle de l'échange avec les structures. On ne conçoit plus aujourd'hui que l'auditeur se cantonne à rencontrer le directeur dans son bureau ou même en visitant le service. Il y a un contact qui est pris, un échange avec les équipes de professionnels. Il y a un échange avec les personnes handicapées, même si ce sont des travailleurs dans une entreprise de travail adapté. Des échanges avec les familles, des échanges avec les conseils d'administration. Ce n'est pas systématique, en tout cas sur le terrain, parce que aujourd'hui, tous les conseils d'administration reçoivent le rapport d'évaluation en même temps que la direction, mais les conseils d'administration sont parfois sollicités de manière extrêmement ponctuelle et précise lorsqu'on constate des dysfonctionnements pour lesquels on pense qu'ils ne pourront pas être résolus par la seule intervention de la direction. Et donc, on a clairement des travaux qui sont parfois menés et suivis avec soit un président du conseil d'administration, parfois par l'ensemble du conseil d'administration. Ça va parfois beaucoup plus loin quand on remet vraiment en cause les fondamentaux d'une association, son objet, et on a parfois eu des débats avec les assemblées générales. Alors, on a, je pense, quand je fais la comparaison avec ce que je vivais il y a 15 ans, peut-être 20 même, dans le secteur, on a aujourd'hui démultiplié les relations, les contacts, on les a systématisés entre l'administration et les fédérations d'employeurs. Il y a des réunions régulières, elles sont parfois très formelles, parfois informelles. Et je pense que c'est une tendance un peu générale des pouvoirs publics, c'est d'être beaucoup plus ouvert. Et lundi, par exemple, j'ai reçu une délégation de représentants du secteur qui voulaient avoir des précisions. Et ce sont dans nos pratiques, ce sont des choses qui sont devenues tout à fait normales et heureusement. On est un service public payé par la communauté et donc il est normal qu'on soit un service ouvert et qui rende des comptes et qui puisse conseiller chaque fois que c'est possible. On s'est aussi beaucoup plus ouvert vers du partenariat extérieur, international notamment, mais pas seulement, mais le fait d'être à l'écoute, vous savez, enfin ceux qui ne le savent pas, je leur apprends, il y a un service dédié à la WIP pour essayer de recenser toutes les publications, les décisions qui sont prises en matière de politique de soutien et d'aide aux personnes. J'allais dire partout dans le monde, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, toutes les publications en français et en anglais sont répertoriées. Et donc, il y a une personne qui travaille à faire un screening de tous ces éléments-là et les transmet aux services concernés à la WIP pour alimenter la réflexion par rapport aux politiques que nous menons. Alors, au niveau du management interne, ça a aussi changé assez fondamentalement notre manière de travailler.
Alors qu'auparavant, le management interne, c'était un calendrier qui était donné à l'inspecteur à l'époque, qui devait aller faire ses visites. Et le souci primordial, c'était de construire des canevas de rapport, de manière à ce qu'il y ait une certaine uniformité dans les comptes rendus. Et il y a 15 ans d'ici, c'était le souci majeur, parce qu'il n'y avait pas de canevas de rapport. C'était un peu inquiétant, mais bon, donc il fallait quand même passer par là. Mais c'était la priorité dans la construction dans la façon de gérer le personnel, c'était attention, formaliser les choses et bon, ramener vos rapports de manière un peu régulière sur un panel d'institutions identifiées. On en était là. Aujourd'hui, le management interne, il va beaucoup plus loin dans les questions, dans le questionnement sur la qualité des prestations notamment. Et on travaille en permanence, parce que c'est un outil qui évolue en permanence, sur un guide méthodologique d'interprétation des normes. C'est un peu rébarbatif, mais c'est simplement de se dire il faut que la lecture des normes soit recontextualisée par rapport à l'objectif final. Hein, il y a des normes qui sont prévues, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre? Une attestation incendie, c'est un exemple quand même assez élémentaire. L'attestation incendie, c'est bien, ça nous certifie que les pompiers sont passés, on dit que tout allait bien, mais ça n'empêche, sur le terrain, il y a un boîtier électrique qui peut s'être détaché, il y a des situations, on peut avoir un bénéficiaire peut s'être enfermé dans sa chambre, avec sa fenêtre qui est sécurisée parce qu'il fallait la sécuriser, et on a là quelqu'un qui est enfermé, qu'on ne sait pas atteindre en cas d'incendie, c'est extrêmement dangereux. Donc il y a, même pour la question de l'assurance incendie, il y a des tas d'autres questions à se poser. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler les bonnes pratiques. Hein. Pour l'exemple de l'attestation incendie, c'est assez facile à comprendre, mais c'est vrai pour l'ensemble des pratiques professionnelles et des normes qui existent. Et donc, on a créé un guide euh, qui rappelle un peu ce qui est attendu au travers de la norme, l'objectif final et comment rencontrer non seulement la norme, mais l'objectif qui est prévu par cette norme. Les réunions, il y a des réunions d'équipe systématiques autour de ces réflexions-là. Ça fait des années que ces réunions, ce sont des réunions mensuelles. Il y a une journée de réunion avec les auditeurs qualité, une journée de réunion avec les auditeurs financiers. Et ces questions, on pourrait se dire, ben oui, on va finir par avoir répondu à toutes ces questions d'interprétation des normes, de ce que c'est qu'est-ce qu'on attend de telle ou telle norme. Et ben, ça fait plusieurs années maintenant qu'on ne cesse de réfléchir à ça et que des questions se posent régulièrement. Et parce que, notamment en matière d'audit qualité, ces réflexions touchent à des questions de valeur. Et donc, il y a des discussions vraiment sur comment interpréter les choses. Et il importe que les auditeurs aient une vision, je ne dis pas unique, parce que je crois que c'est important qu'ils puissent amener leur vision personnelle, mais il faut tout de même qu'il y ait des références qui soient tout de même un fil conducteur qui soit le même et partagé par tous les auditeurs. Et donc, il y a un certain temps qui est investi dans ce partage des visions de manière à aller dans le secteur porter un message qui au moins est le même si c'est un message en termes de simple recommandation, mais au moins qu'il y ait une unité de vision au niveau des auditeurs concernés. On a éventuellement recours à du coaching externe, je pense à l'instruction des plaintes par exemple, où on a un coach qui est venu nous aider à mettre en place des outils d'analyse pour avoir des analyses les plus objectives possibles, hein, pour pouvoir faire le tri entre les opinions qui sont émises et les faits qui sont émis. Hein, ça a l'air de rien, mais quand on fait une audition, la personne, elle parle de tout ce qu'elle a observé, de ce qui l'a choqué, etc. Mais c'est important de faire la part des choses entre ce qui relève de son appréciation, son ressenti, ses opinions et des faits qu'elle peut amener et qui permettent alors de parler de convergence. On a entendu des faits. Est-ce que les autres ont constaté les mêmes choses? Et là, on parle de faits et en termes de plaintes, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut avancer et éventuellement solliciter les gestionnaires. Alors, l'effort de standardisation des perceptions, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et nous sommes soucieux aujourd'hui, je pense que c'est une notion qu'on n'a jamais voulu abandonner, mais clairement, depuis quelques années, les auditeurs sont amenés à se former en permanence. D'abord au niveau du recrutement, hein, on choisit des personnes qui ont, quand c'est possible, un cursus pointu en matière de méthodologie, je vais dire ça comme ça, c'est un terme un peu général, de méthodologie d'intervention auprès des personnes handicapées, des gens qui ont travaillé à l'autisme, les problèmes de comportement, les projets individualisés. On a des auditeurs qui étaient des références avant d'être dans les pouvoirs publics en matière de formation dans ces matières-là. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire de l'audit et être crédible auprès de professionnels de terrain si on n'a pas des auditeurs qui ont un bagage consistant sur ces aspects de la qualité.
Alors, en matière de méthodologie, hein, ça veut dire que de la mise en œuvre vraiment de l'audit dans les services, on travaillait il y a quelques années sur un calendrier, je vous l'ai dit, qui existe toujours. Hein. Je veux dire, cette part-là, je veux dire, quand je mets avant maintenant, ben, la partie d'avant, elle n'est jamais abandonnée, puisque auparavant, on travaillait sur le socle minimal d'intervention des pouvoirs publics, qui était mener des audits, mener des évaluations de conformité aux normes. Ça se fait toujours. Donc, on mène ces audits à chaque renouvellement d'agrément. Sauf qu'on ne parle plus de renouvellement d'agrément, puisqu'en Région Wallonne, vous le savez probablement, tous les agréments sont donnés à durée indéterminée pour des raisons de simplification administrative. Et nous avons l'obligation de procéder à une évaluation au minimum tous les 5 ans. En pratique, elle se fait tous les 2 ans et demi à la demande de notre comité de gestion. Mais tous les 5 ans, on est chargé de remettre une évaluation l'issue sera de dire, ben, ça va, ok, il n'y a pas de raison de ne pas maintenir l'agrément. Donc c'est la conclusion qu'on va tirer, sauf si ce n'était pas le cas. Alors qu'auparavant, la conclusion c'était oui, on peut renouveler l'agrément. Non, ici l'agrément est donné à durée indéterminée. Donc les audits se font toujours sur base de ce calendrier, mais le rapport d'audit est construit autour, d'une part, du référentiel normatif, et d'autre part, il y a un chapitre spécifiquement développé pour amener les questions et l'appréciation relative à la qualité de la prise en charge. En termes de méthodologie, je trouvais important même si c'est quelque chose qui est un peu éthéré comme ça, mais les auditeurs ont clairement, je veux dire, dans nos réflexions, ont clairement il y a des attentes par rapport à eux, c'est d'intervenir auprès des professionnels du terrain avec un souci de qualité au niveau relationnel. On ne vient pas dans l'idée de se dire comment amener le changement, comment réfléchir de manière constructive sur la question de la qualité, comment permettre aux gestionnaires de s'approprier la démarche. La première des choses, c'est d'intervenir de manière d'avoir une qualité relationnelle, d'intervenir avec respect. Hein, le terme est un peu bateau, mais je veux dire, on ne veut pas avoir un auditeur débarquer dans un service comme s'il était un gendarme. Et c'est aussi dans le profil de recrutement des auditeurs, c'est un aspect sur lequel on est vigilant. Tant qu'on n'est pas dans les limites infranchissables auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, des choses qui ne sont pas autorisées, ça existe, mais bon, c'est quelque chose de tout à fait marginal. Mais dans le secteur, en général, on vient en partenaire avec les gestionnaires, on vient échanger avec eux, on vient leur proposer des solutions et on vient en soutien. Ça, c'est la démarche et la manière dont le service audit et contrôle à l'agence veut définir sa relation avec les gestionnaires. Alors, je pense que la meilleure des choses, c'était de vous montrer un rapport d'audit. On va pas lire un rapport d'audit, mais vous montrer que dans la structuration du rapport, on a amené cette vision dans la structuration du rapport avec 3 grands chapitres très distincts. Le premier, c'est évoquer le référentiel normatif. Oui, vous êtes en ordre. Non, vous ne l'êtes pas. Quoique, hein, on l'a dit, ça n'est pas toujours aussi simple. Un deuxième chapitre où on aborde une appréciation de la qualité, avec tout ce que ça comporte en termes de limites et de choses qui peuvent être discutées, mais on est dans l'ordre du débat et de l'évocation de la qualité. Et un troisième chapitre, fatalement, qui doit déboucher sur les conclusions. Alors quand on va voir plus en détail comment se construisent ces différents chapitres, j'ai fait ici une espèce de print screen d'une première page d'un rapport d'audit qualité en ETA. Vous voyez, je ne sais pas si c'est lisible de là où vous êtes, mais donc il y a une série de références légales qui sont rappelées. Références où, dans la deuxième colonne, vous avez vraiment la référence précise. On vous cite l'arrêté du gouvernement wallon du 7 novembre 2002, l'article 3.11. Donc on cite de manière très claire hein, la référence légale. On évoque toutes les normes qui sont visées dans cet article-là. Et on demande à l'auditeur, avec les gestionnaires qu'il rencontre dans l'ETA dans ce cas-ci, de mentionner, ici il s'agit de documents, hein, donc c'est communiqué ou non communiqué. Il peut s'agir d'autres normes, hein, et alors on ne parlerait pas de documents communiqués ou non, on parle de normes rencontrées ou non rencontrées. On parle aussi, il y a une colonne supplémentaire qui s'ajoute dans ce cas-là, on parle de normes partiellement rencontrées. Hein, ça vous dit déjà que même l'aspect normatif hein, ne dispense pas de discussions et de choses qui ne sont pas toujours tout à fait aussi claires qu'on ne pourrait le croire. Le deuxième chapitre évoque clairement l'aspect qualitatif.
Et cet aspect qualitatif, on le construit au travers de 4 grandes dimensions. La première, ce sont les éléments relatifs à l'infrastructure. Par exemple, la sécurité incendie, c'est un des éléments, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'adaptation des locaux au handicap, il y a les espaces minimum requis, etc. C'est tout ce qui est relatif à l'infra. L'auditeur, à ce moment-là, évoquera des questions qui ne sont pas nécessairement dans le cadre normatif, hein, d'expliquer, par exemple, en quoi les locaux sont investis par le bénéficiaire, hein, en quoi est-ce qu'il a la possibilité de choisir sa décoration, est-ce qu'il est dans une chambre individuelle, ou à 2 lits, ou à 6 lits. Ça change fondamentalement les choses en termes de qualité de vie pour une personne. Bah, dans les deux sens, hein. Il y a des gens qui aiment bien d'être dans un dortoir de 6. C'est plutôt rare, je pense, hein. Souvent, quand on aime bien ça, c'est quelques jours. Mais voilà, ce sont des éléments qui viennent apporter de l'information sur la qualité et le contexte de l'accueil, de la prise en charge. Les éléments relatifs au personnel, ben voilà, alors évidemment, on évoque toute la question du respect des normes en termes de quantité de personnel, de qualification du personnel, mais aussi hein, du fait d'avoir choisi quelqu'un qui a une fonction particulière, qui peut mener un atelier musique parce qu'il est musicien et que ça lui permet de développer quelque chose de particulier, qui répond aux attentes de certains résidents qui sont extrêmement intéressés par la démarche, qui participent à l'atelier, qui organisent un concours de chant, etc. Ça, c'est pas non plus dans les normes, mais ce sont des éléments qui contribuent à rendre compte des initiatives du service en matière de souci de la qualité et du bien-être des personnes. Le troisième élément qui est repris dans le chapitre, ce sont les éléments relatifs à l'organisation et au fonctionnement. Là, il s'agit plus d'aspects, le rôle du directeur, ses missions, l'articulation entre ses prérogatives et celles du conseil d'administration, l'organigramme, enfin tous ces aspects-là. Et enfin, les éléments relatifs à l'accueil des bénéficiaires, où on va passer en revue la manière dont le bénéficiaire est entendu par rapport à ses attentes, ce qu'on doit retrouver sur le plan normatif, si on reprend les aspects normatifs dans le projet individualisé. Mais bon, le projet individualisé, on peut le mener, je vous le disais tout à l'heure, en impliquant plus ou moins la personne. Et donc, cette rubrique-là va essayer de rendre compte le mieux possible des éléments qui sont fournis à la personne pour vivre le mieux possible dans l'institution dans laquelle elle vit. Alors, je vous le disais tout à l'heure, les réflexions qui sont menées en termes de qualité, on essaie d'avoir des réflexions de manière à ce que les auditeurs, même au-delà du champ des normes, et je vous disais, si on quitte le champ des normes, enfin déjà le champ des normes, il peut donner lieu à des discussions, mais si on ne se réfère plus à des normes, je parlais de la notion d'apprécier ou non une chambre individuelle, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question-là. Moi, j'y réfléchis de temps en temps avec les auditeurs, mais je me rends compte que sa propre perception, elle n'est pas partagée par tout le monde. Hein, donc, encore récemment, on est revenu sur un rapport, on se dit, tiens, on n'a pas tellement évoqué la question des chambres individualisées. Et donc, j'ai discuté ça avec les auditeurs. Puis j'étais étonné de me rendre compte que certains, pour eux, ce n'est pas quelque chose d'important. Mais notez qu'on se rend vite compte que tout le monde, quasi tout le monde, évoque tout de même le besoin de se retrouver à un moment donné dans son espace à lui. Mais certains trouvent super d'aller faire un trek dans le désert et de dormir à 12 dans une tente. Ok, je suis d'accord aussi. Mais souvent, on se rend compte que, ok, mais c'est passager. Si je dois vivre tous les jours, j'aime bien avoir un endroit où je me retrouve. Voilà. Donc, toutes ces notions qui ne sont pas balisées par la législation, il faut pouvoir en discuter et il faut que les auditeurs puissent l'évoquer et en débattre avec les gestionnaires et avec au moins une réflexion nourrie autour de la question. Et donc cette réflexion nourrie, on l'alimente par une série de consultations, de référentiels qu'on a choisis. Bon, les 4 plus grands qui se retrouvent cités dans le guide d'interprétation des normes que j'évoquais tout à l'heure. Ce guide d'interprétation des normes, il se retrouve sur le site de la WID, sur le site web. Je vérifie l'heure parce que voilà, je pensais qu'on allait vraiment avoir le temps de discuter, mais ça va, il est 14 heures. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc on se sert essentiellement des 4 références que vous voyez là. Donc l'ICA, c'est une agence irlandaise qui a répertorié un ensemble de bonnes pratiques en matière de prise en charge des personnes handicapées. La NESM en France, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Le Conseil de l'Europe, je ne dois pas vous poser la question, et l'ONU, c'est pareil. Mais donc, c'est un ensemble de référentiels, de conseils, de recommandations qui sont proposés par ces organismes et que nous utilisons dans les rencontres avec les gestionnaires. J'avais une série de slides sur les autres outils développés par la WIP en dehors de la démarche d'audit, donc renforcer la formation, organiser des ateliers d'échange de bonnes pratiques entre professionnels, etc. Peut-être l'année prochaine.
voilà, je vais en terminer là puisque Madame commence à me faire des grands yeux. Merci.